Alors avant de démarrer, je tiens à remercier l'ensemble des membres du consortium ainsi que l'ensemble des personnes de l'ADEME qui ont participé au projet. Alors je vais pas toutes les citer, vous le voyez sur la slide, elles sont assez nombreuses, mais un grand merci en tout cas. Je vais pas m'attarder sur ces belles photos que Swad va présenter déjà de développement fongique voilà, des choses que l'on peut observer sur les chantiers. On va avoir le temps dans la suite de la présentation enfin, voilà, d'aborder les différentes causes qui peuvent amener à des développements de moisissures. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite la parole à Pierre Lecane de l'EHESP pour une petite présentation sur le cycle de vie des moisissures et leur impact sur la santé. Bonjour à tous, donc Pierre Lecane, donc moi je suis microbiologiste à l'école des hautes études en santé publique et donc je travaille depuis un petit moment sur les moisissures et donc sur cette diapositive vous pouvez voir en fait une belle photo de spores de moisissures. Donc la première étape pour le développement de la moisissure, c'est que la spore en fait va se déposer sur un substrat. Et si elle trouve des conditions favorables, va émettre donc ce qu'on appelle un tube germinatif. Vous voyez, c'est une espèce d'extension à partir de la spore et constituer petit à petit en fait un mycélium à partir de filaments ramifiés et qui vont s'étendre un petit peu partout. Alors pour les moisissures, on parle de thalles par opposition aux colonies bactériennes. Ici, on parle de thalles pour les moisissures. Ces thalles vont porter après donc des organes de fructification qui vont reproduire des spores et qui vont se disséminer dans l'air. Alors, quelles sont les conditions nécessaires à la croissance des moisissures? Eh bien, il y en a trois principalement qui vont favoriser ce développement. C'est évidemment la présence de nutriments, en particulier de carbone, et donc sous forme de cellulose à partir de matériaux biosourcés, carton de plaques de plâtre, des crafts, des isolants par exemple. Mais il faut également une présence d'eau sous forme liquide qui peut être issue soit d'infiltration, soit tout simplement parce qu'on a un taux d'humidité élevé, comme aujourd'hui par exemple. Et puis, il faut surtout aussi des températures douces entre 5 et 25 degrés. Alors, comme l'a dit Swad, les moisissures sont à l'origine d'enjeux sanitaires importants, donc puisque des associations ont été clairement établies entre les troubles respiratoires et la présence d'humidité de moisissures dans les logements. Il y a un très beau rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui date de 2009 qui le précise bien. Et vous voyez que alors que 10% en moyenne des Français sont asthmatiques. Alors, ce chiffre a tendance à évoluer un petit peu maintenant, donc à augmenter un petit peu. Selon, en fait, l'Institut de veille sanitaire en 2014, Santé publique France maintenant, dans une maison où il y a présence de moisissures, eh bien, ce taux augmente à 50%. Donc, c'est pareil pour la toux et les sifflements dans la poitrine, dont le taux moyen augmente respectivement de 50 et 44% chez les occupants d'une maison humide. Alors, toi, tu as parlé de l'asthme aussi. Donc, en termes d'enjeux sanitaires, donc c'est principalement les pathologies respiratoires. L'asthme en fait partie, mais comme vous le savez tous, l'asthme est une maladie à plusieurs origines. Mais on sait que les moisissures sont un facteur aggravant pour l'asthme, en particulier chez les enfants. Donc, c'est une maladie chronique qui ne cesse d'augmenter, de s'accentuer. C'est la première cause d'absentéisme à l'école. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde fait un asthme lié aux moisissures, bien sûr, mais vous savez aussi qu'on peut être allergique aux animaux, en particulier aux chats, par exemple. Les composés organiques volatiles, les contaminants biologiques et en particulier les moisissures sont en partie à l'origine de ce problème de santé publique. Donc, j'ai participé à une revue bibliographique et ma thésarde aussi en 2014. Et donc, il y a un rapport qui a été établi aussi par l'ANSES qui précise bien tout ça aussi et qui conclut que d'après la bibliographie, aujourd'hui, on a un niveau de preuve suffisant entre exposition, moisissure et asthme chez l'enfant, mais pas forcément chez l'adulte.
En termes d'enjeux sanitaires, ils sont de 3 ordres. Donc, c'est les effets allergiques, c'est les plus courants. Donc, c'est la fameuse rhinite. Quand on est exposé aux moisissures, on va attraper assez facilement un rhume. Donc, qui est lié en fait à une réponse immunitaire spécifique à partir d'anticorps de type IgE. Il y a des effets pro-inflammatoires aussi, toxiques, voire cancérigènes liés à l'exposition aux composants structuraux, au sport, de moisissure, mais aussi en fait aux mycotoxines qui peuvent être émises par certains types de moisissures, en particulier Aspergillus flavus, qui est à l'origine d'une mycotoxine qui s'appelle l'aflatoxine, qui peut être cancérigène, entraîner un cancer du foie, par exemple. Et enfin, vous pouvez avoir des effets infectieux, mais qui là sont plutôt réservés aux personnes très fragiles. Donc, la moisissure va pouvoir se multiplier à l'intérieur du poumon. Et je crois que je repasse la parole à Germaine. Oui, merci beaucoup, Pierre. Donc, la question qui va se poser, c'est voilà, on voit des moisissures qui se développent en phase chantier. Quel va être le lien avec l'exploitation? Enfin, en tout cas, c'est la question qu'on s'est posée, le consortium. Ces moisissures qui se développent en cours de chantier, comment est-ce qu'elles peuvent impacter la santé des futurs occupants? Donc, ce que l'on sait, c'est qu'on a entre 14 et 20% des logements qui sont concernés par la présence de moisissures visibles, selon le rapport de l'ANSES. Et en parallèle, on a des études qui signalent des développements de moisissures en phase chantier, donc, qui ont été évoqués tout à l'heure par Swad. Alors, si je reviens sur la campagne nationale logement, donc les résultats ont montré qu'on avait 37% des logements qui présentaient un développement fongique et 15% seulement qui présentaient des traces visibles de moisissure. Donc, ça signifie qu'on a en fait une part importante de développement fongique sans moisissure visible. Et donc, potentiellement, on a des moisissures qui sont cachées, donc soit derrière des meubles, derrière des revêtements de surface, ou encore peut-être dans les parois des bâtiments. Une autre étude donc, qui a été menée par l'OQANI sur les bâtiments performants en énergie, donc sur un échantillon un nombre de logements qui était beaucoup plus faible, mais qui a montré quand même que près d'un logement sur deux, 47%, présentait un développement actif de moisissure. Donc, ce qui interroge notamment sur les bâtiments récents, ceux que l'on construit actuellement, sur le développement de moisissures potentielles en cours de chantier. Je vais revenir maintenant sur les enjeux pour le secteur du bâtiment associés au développement de moisissures, mais aussi les questions associées à la gestion de l'humidité. Vous vous en doutez, les risques pour la qualité du bâti, quand on voit des moisissures apparaître, ils sont loin d'être négligeables, puisqu'on peut avoir des déformations des bois notamment, voire des pourrissements, des décollements ou des dégradations des produits de finition, ou encore quand les isolants sont touchés par des problématiques d'humidité, une dégradation des performances thermiques si ceux-ci n'arrivent pas à sécher correctement. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est une augmentation des émissions de composés organiques volatiles, donc notamment quand on met en place des revêtements de surface sur des supports qui sont encore humides. Donc, ce que l'on voit, c'est que les coûts associés à la remédiation, qui normalement se fait par un remplacement des matériaux, quand ils sont touchés par des moisissures, on vient remplacer les matériaux. Donc, les coûts sont loin d'être négligeables pour le secteur du bâtiment. Mais ce que l'on peut imaginer, c'est que les coûts indirects, si jamais on ne réalise pas cette remédiation, peuvent être encore plus importants, puisqu'on vient impacter la santé des occupants, mais aussi la durabilité des ouvrages, voire même la performance thermique du bâti et donc une augmentation des consommations d'énergie. Donc, j'en arrive maintenant aux objectifs du projet MicoAct. Donc, dans le cadre de ce projet, on avait à la fois des objectifs scientifiques qui étaient d'améliorer les connaissances sur les dynamiques de développement fongique, comment est-ce qu'on arrive à ces développements de moisissures sur les chantiers de construction neuve, et comment est-ce qu'on appréhende le lien entre la phase chantier et la phase exploitation. Le deuxième grand objectif pour nous était plus opérationnel, et en fait, l'idée, c'était
d'identifier vraiment les facteurs de risque, quelles sont les causes à l'origine de ces développements de moisissures, et aussi hiérarchiser des facteurs de risque de façon à pouvoir proposer des solutions aux professionnels. Donc parmi ces solutions, en fait, on a créé deux grandes catégories de solutions. Des solutions préventives qui portent essentiellement sur des questions de respect des règles de l'art. Donc par exemple, bien traiter l'étanchéité à l'eau de l'enveloppe du bâtiment. Et deuxième grande catégorie, des solutions actives. Donc ce qu'on a entendu par solutions actives, c'est des solutions qui demandent une action spécifique des professionnels pour évacuer les excès d'humidité qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment en cours de chantier. Et donc, parmi ces solutions, le plus simple, c'est l'aération, par l'ouverture des fenêtres. Mais on a envisagé aussi d'autres solutions qui sont le chauffage, la ventilation provisoire de chantier ou encore la déshumidification. Alors maintenant, juste pour présenter rapidement le déroulement du projet. Alors, Nicoact a démarré à la fin de l'année 2018. Donc, on est sur un projet qui a duré 5 ans, qui a pris un petit peu de retard avec la période Covid, notamment sur les chantiers qui ont été suivis. Donc, on a démarré avec une étape d'état de l'art qui a compris à la fois des interviews et une étude bibliographique. Ensuite, on a réalisé une étude théorique avec des modélisations à l'échelle bâtiment. Je reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, donc là, ce qui a représenté la période la plus longue pour nous, ça a été les suivis expérimentaux sur 3 opérations de construction, puisqu'en fait, ces opérations ont été suivies à partir des hors d'eau hors d'air des chantiers jusqu'à 1 an d'usage. En parallèle, on a suivi aussi une 4e opération qui était un chantier pilote, qui nous a permis d'expérimenter un certain nombre de solutions. Et on a réalisé aussi une tâche de modélisation à l'échelle parois pour mieux comprendre aussi toutes les questions de transfert de vapeur d'eau au niveau des parois. Et la dernière tâche, qui s'est réalisée cette année, a été consacrée à l'analyse des résultats, à leur interprétation et leur valorisation. Donc, je vais présenter maintenant la méthode qui a été mise en œuvre pour les suivis expérimentaux. Donc, comme je disais, on a étudié 3 opérations de construction. La première opération était située en Île-de-France. On a cherché en fait à être suffisamment représentatif des différents climats. Donc, cette opération en Île-de-France était constituée de logements collectifs et de façon à pouvoir tester des solutions. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a on a recherché une opération avec 2 bâtiments similaires au moins, de manière à avoir un bâtiment témoin et un bâtiment test sur lequel on a testé une solution de ventilation provisoire. Sur cette première opération, on a également mis en place une instrumentation au niveau des parois, c'est-à-dire qu'on a placé des sondes de température et d'hygrométrie à l'interface de chaque matériau au niveau de la paroi. La seconde opération était située au niveau de la façade atlantique, dans le Morbihan. Elle était cette fois-ci constituée de maisons individuelles. Et un petit peu sur le même principe, on avait à la fois des maisons témoins et des maisons qui nous ont permis de tester une solution active. La troisième opération était, elle, située dans les Alpes, donc une autre typologie de climat. Et cette fois-ci, on était plutôt sur un suivi simple, donc toujours du hors d'eau hors d'air jusqu'à 1 an d'usage. Et la 4e opération, donc que l'on a appelée MIPO 4, était en réalité le chantier pilote, donc qui a permis là encore de tester une solution active. Au niveau des méthodes de mesure que l'on a utilisées, donc on a à la fois des mesures en continu qui ont été effectuées de la température et de l'hygrométrie à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. Donc on voit ici sur la slide les équipements qui ont été utilisés, donc depuis le hors d'eau hors d'air jusqu'à 1 an après la livraison. Bon, par contre, pour la phase d'usage, on a remplacé nos capteurs
Et on a placé Bonsong classe F de façon à avoir aussi un suivi sur les concentrations de CO2. Maintenant, concernant le suivi de la contamination fongique, donc là, on était plus sur des campagnes ponctuelles qui ont été effectuées à une fréquence plus ou moins importante selon les sites. Et on a utilisé pour cela deux grands types de mesures. Donc, la première typologie que vous voyez en haut, on est sur la mesure de l'indice de la contamination fongique. Donc, cet indice, en fait, il est mesuré à partir de prélèvements gazeux. Donc, on prélève les composés organiques volatiles qui sont émis par les moisissures avec une signature chimique bien spécifique. Donc, on fait un prélèvement de ces composés organiques volatiles qui sont analysés ensuite en laboratoire et un calcul est effectué de façon à déterminer l'indice de contamination fongique, donc l'ICF, qui va être soit positif, soit négatif et qui nous permet de détecter si on a une présence de moisissure en cours de développement, une moisissure active. Et donc voilà, si l'indice est positif et qu'on n'a pas de moisissure visible, ça signifie que potentiellement on a une moisissure cachée. La seconde méthode de mesure utilisée est une méthode beaucoup plus classique, puisqu'en fait on vient prélever les spores par bioimpaction. Donc les spores sont bioimpactés sur un milieu de culture G2E qui est ensuite envoyé en incubation. Ensuite, on vient analyser les spores pour les identifier et les dénombrer. Donc, ce que l'on va voir, c'est que ces mesures sont assez complémentaires, justement pour bien comprendre les dynamiques de développement fongique. Je vais passer maintenant aux résultats et perspectives. Et je vais démarrer avec la question de l'identification et de la hiérarchisation des facteurs de risque. Alors, ce que je vous présente ici, c'est une mind map qui est un petit peu le résultat de notre étape d'état de l'art de bibliographie et d'interview auprès des experts et qui nous a permis de faire une première liste des facteurs de risque de développement de moisissures sur les opérations de construction. Je vais pas la détailler. Ce que l'on peut voir quand même donc sur la première slide, c'est alors bien évidemment il nous faut la présence d'éléments nutritifs pour les moisissures. Dans les bâtiments en cours de construction, les matériaux permettent cet apport. Par contre, le facteur limitant, ça va être plutôt la présence d'eau. Cette présence d'eau, alors soit on peut avoir de l'eau liquide, soit une humidité relative qui est très élevée et qui peut amener à un moment donné à une condensation et donc à de l'eau liquide. Mais dans tous les cas, les moisissures ont besoin d'eau liquide pour pouvoir se développer. Donc ici, on présente les différentes causes pouvant amener à de l'eau liquide dans le matériau. Donc, par exemple, une cause très régulière sur les chantiers, ça va être un défaut de traitement à l'étanchéité à l'eau, donc qui va nous amener une amenée d'eau à l'intérieur du bâtiment, alors qu'il doit être hors d'eau, hors d'air. Si je passe maintenant à une humidité relative trop élevée dans l'environnement proche du matériau, et pour donner un exemple, donc on a évidemment l'humidité produite par le séchage des matériaux qui peut amener à une humidité importante, ou encore un taux de renouvellement d'air insuffisant, tout simplement parce que l'aération est trop faible en cours de chantier. Alors, cette première étude bibliographique avec cette pré-identification des facteurs de risque nous a permis de préparer l'étude de modélisation à l'échelle bâtiment. Donc, cette étude, en fait, elle avait pour objectif, parmi ces différents paramètres, si je prends par exemple la zone climatique qui va forcément jouer un rôle, la situation géographique ou encore le planning de chantier. Si on réalise les travaux en phase hivernale, on a plus de risques d'avoir des intempéries et un climat humide qu'en phase estivale. Voilà, si on a une typologie constructive qui amène beaucoup d'eau de séchage ou encore si on met en œuvre des chats dans un bâtiment hors d'eau, hors d'air, on va avoir un apport d'humidité important. Dans des bâtiments qui sont très étanches à l'air, voilà, est-ce que les risques sont plus élevés? Qu'est-ce qui se passe si on ferme les fenêtres ou qu'on ne ouvre pas du tout pendant le chantier? Enfin, c'est vraiment les questions qu'on s'est posées par rapport à cette étude.
Et l'idée, c'était d'identifier les paramètres qui sont les plus impactants. Est-ce que vraiment, par exemple, cette question d'étanchéité à l'air de l'enveloppe est très importante dans ces risques de développement de moisissure? Donc pour cela, ce que l'on a fait, c'est qu'on a utilisé un logiciel de simulation thermique dynamique, qui est le logiciel Terrain 6, alors qui présente ses limites. Ces logiciels ils permettent de modéliser l'évolution des températures et de l'humidité à l'intérieur du bâtiment, donc qui est modélisé. On a pris des hypothèses sur l'évolution du bâtiment en cours de chantier, mais il a certaines limites. Donc par exemple, on n'a pas de modélisation des transferts de vapeur d'eau au niveau des parois. L'hypothèse prise aussi, c'est qu'à l'intérieur d'une même zone thermique, les conditions de température et d'humidité sont toujours les mêmes. Mais alors, ce qui est intéressant quand même dans ce logiciel, c'est qu'on a une prise en compte de l'absorption par les matériaux, avec des coefficients qui sont plus sur l'absorption. Donc ça donne quand même une première idée, au moins sur ces différents facteurs. Ensuite, vous me direz comment est-ce qu'on fait pour voir si on a un risque de développement de moisissure, alors que les résultats sont la température et l'humidité relative. Eh bien, ce que l'on a fait pour ça, c'est qu'on a utilisé la bibliographie, les résultats de notre étude bibliographie, pour déterminer une limite isoplète, c'est-à-dire une limite à partir de laquelle le risque de développement fongique est particulièrement fort. Et donc, cette limite, elle est déterminée par un couple température-humidité relative. Donc, ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que les résultats de cette étude ne peuvent pas être pris, je dirais, de façon absolue, mais plutôt de manière relative. C'est-à-dire que ça a un sens si on vient comparer les différents facteurs de risque entre eux, mais de façon, les résultats de façon absolue n'ont pas vraiment de sens parce qu'on a trop de limites avec ces quotients de prise en compte du nombre des transferts au niveau des parois, en exemple. Donc, comment l'étude a été réalisée? Eh bien, on a fait une étude de sensibilité sur chacun des paramètres que j'ai évoqués. Donc, par exemple, pour la météo, on a étudié 3 sites, Nantes, Marseille et Paris. Voilà, on a pris des hypothèses sur les profils d'apport d'humidité avec la pose de chaque produit de construction, etc. Donc, si je passe maintenant aux résultats, donc je vais présenter les paramètres qui, de façon théorique, sont le plus ressortis. Donc, la première chose qui est ressortie, c'est la situation géographique. Les calculs nous ont montré qu'on avait des risques 3,5 fois plus élevés à Nantes qu'à Marseille. Le deuxième facteur qui est ressorti, c'est celui des parois isolées ou non. Donc, en fait, quand on est sur les parois qui ne sont pas isolées, on a un risque de développement de moisissure qui est plus élevé, beaucoup plus élevé, ce qui semble assez logique. Donc après, tout dépend des typologies de construction, mais c'est vrai qu'en cours de chantier, on peut avoir des parois non isolées assez facilement quand on est en isolation intérieure ou encore quand on est en isolation répartie. Autre grand facteur de risque qui est ressorti, c'est la question de la saisonnalité, c'est-à-dire à quelle saison on vient réaliser les travaux. Et donc, le petit schéma à droite sur la slide présente l'identification des périodes pour lesquelles le risque de développement fongique était supérieur à 85%. Et donc, on voit bien que les périodes d'octobre à mars sont beaucoup plus concernées par ce risque de développement de moisissure. Alors, autre résultat que je voulais vous présenter, ce qui est assez parlant. Donc, on est toujours sur de l'étude théorique. En fait, les graphiques qui sont là donc, sont issus des modélisations de Terrain 6. Et en fait, ils montrent le profil de séchage associé à la mise en œuvre d'une chape liquide. Le premier graphique correspond à une mise en œuvre donc plutôt en phase hivernale sur une période février-mars. Et le second sur une période plutôt printanière, mai-juin. Et ce que l'on voit, donc, c'est que les temps de séchage sont très différents. Pour une mise en œuvre en hiver, on est à 2 mois et 10 jours. Et une mise en œuvre au printemps, on arrive à 1 mois. Je vais passer maintenant aux observations que l'on a effectuées sur les sites expérimentaux. Donc, je vais les passer en revue assez rapidement, mais
Voilà, pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que l'on a pu voir, nous, sur les 3 chantiers que l'on a suivis. Alors, cette première photo correspond à un mur humide. On était ici sur les maisons individuelles et ce que l'on a observé, c'est que les maisons étaient déjà hors d'eau, hors d'air. Mais le mur en aglo, qui est tout au fond, était très humide parce que l'étanchéité de toiture n'était pas finalisée. Et ce que l'on voit aussi sur cette photo, c'est que malgré tout, l'isolation au niveau de la toiture, on était sur du plein pied, était déjà en cours de réalisation. Ici, autre opération, on était en logement collectif. On est toujours en face de hors d'eau, hors d'air. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu des infiltrations pendant la période précédente et les sols sont encore humides, les réservations sont encore remplies d'eau. Donc voilà, le bâtiment est fermé, mais on voit qu'on vient quand même enfermer de l'humidité. Alors ici, cette première photo vient illustrer en fait les questions qui se posent autour de la protection des matériaux sur les chantiers. Ici, on était sur une opération donc située dans l'ouest de la France avec des intempéries, beaucoup de vent. On était plutôt en hiver et on voit qu'il y avait quelques questions qui se posaient sur la protection des plaques de plâtre. Donc les plaques de plâtre étaient stockées en extérieur, sur palettes, mais bon pas très très loin du sol quand même. Et on voit qu'il y a eu des bâches, enfin des bâches plastiques qui ont été remises sur les plaques de plâtre, plus des tasseaux ou des palettes, de façon à ce que ces protections ne s'envolent pas. Ce que l'on a observé à l'intérieur des bâtiments nous ont montré que, en effet, on avait eu une problématique associée au stockage, puisqu'on voit bien dans les angles des plaques de plâtre des signes d'humidité, des développements de moisissures, donc qui se sont faits en fait pendant les phases de stockage. Et on voit que c'est un petit peu toutes les plaques dans les angles qui sont touchées, parce qu'en fait l'eau s'est infiltrée sous les protections plastiques et est venue toucher l'ensemble des plaques de plâtre les unes au-dessus des autres. Ici, on était encore sur une autre opération où on a eu la même problématique d'exposition des plaques de plâtre à l'humidité pendant les phases de stockage. Donc, la plaque, là aussi, a été mise en œuvre avec les moisissures visibles déjà existantes qui ont ensuite été mastifiées pendant le cours du chantier. Ici, on est sur une opération. Alors, c'est la seule opération qu'on avait en mur ossature bois, donc qui était le chantier pilote. Où ici, on a eu des isolants qui ont été exposés à l'humidité lors de la mise en œuvre, pendant le stockage, mais aussi une fois mis en œuvre. Et on voit ici les dégâts sur les isolants, voilà, qui se sont cassés. Autre cause d'apparition de moisissures visibles, on est ici sur alors, on a eu un épisode pluvieux important qui a mené à une stagnation d'eau sur une terrasse. On n'avait pas encore d'évacuation d'eau sur la terrasse et l'enduit extérieur n'était pas encore réalisé. Donc, ça a amené en fait à une migration de l'humidité de l'eau qui stagnait en extérieur vers l'intérieur du mur et donc à un développement de moisissures. Enfin, dernière photo, on est ici sur un phénomène de condensation qui est apparu donc dans des logements qui étaient terminés. On était sur une opération faite en plusieurs îlots. Là, on était sur des logements terminés. Les ouvriers sont passés à un autre bâtiment. Donc, ce logement-là était complètement fermé, sans ventilation. Elle restait plusieurs semaines comme ça. Donc, on a eu des phénomènes de condensation qui sont apparus sur les vitrages. Puis sur les menuiseries, au niveau des ponts thermiques autour des menuiseries. Et donc, on a vu apparaître des moisissures visibles. Je vais conclure sur cette première partie sur l'identification et la hiérarchisation des facteurs de risque. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on a des facteurs de risque assez différents qui sont apparus entre l'étude de modélisation et les observations de terrain. En fait, l'étude théorique a pointé du doigt la situation géographique,
les déperditions thermiques quand on a des parois qui ne sont pas isolées, et la saison de déroulement des travaux. Par contre, nous, ce que l'on a observé sur le terrain, c'est qu'on a plutôt des questions de respect des règles de l'art qui se sont posées, c'est-à-dire bien protéger les matériaux aux intempéries, s'assurer qu'on ait bien le hors d'eau, hors d'air, donc éviter les infiltrations d'eau une fois que le bâtiment est tout fermé, et aussi s'interroger sur les périodes de latence, ces périodes un peu d'attente où on n'a pas de ventilation en fonctionnement. Donc, je vais passer la parole maintenant au CSTB pour nous présenter les résultats sur les dynamiques de contamination fongique. Merci Charline. Bonjour à toutes et à tous. Michael Derbez du CSTB. Nous avons déterminé 4 typologies de contamination fongique à partir des mesures de l'indice de contamination fongique et des mesures de la biomasse qui a été mesurée à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, le premier cas de contamination, c'est un cas dans lequel l'indice de contamination fongique est positif et on observe une biomasse intérieure supérieure à la biomasse extérieure. Dans ce cas-là, on a une contamination fongique active avec sporulation dans l'environnement intérieur. Le deuxième cas de contamination est représenté par l'indice de contamination fongique qui est positif et une concentration en biomasse intérieure inférieure, cette fois-ci, à la biomasse extérieure. Dans ce cas, on a une contamination fongique active qui est récente et ou cachée, sans dissémination de spores. Le troisième cas est lié à un indice de contamination fongique négatif et à une biomasse intérieure supérieure à la biomasse extérieure. Dans ce cas-là, on a une dissémination et une accumulation de spores dans l'environnement intérieur. Et dans le dernier cas, il y a une absence de contamination fongique active, une absence de sources endogènes de spores, et on a simplement des traces visibles de moisissure. Donc, c'est à partir de ce logigramme que on a décrit la dynamique de développement fongique dans les 3 chantiers, dans 4 chantiers. Je vais vous présenter les résultats des trois premiers chantiers. Pour Nico 1, le graphique illustre les résultats donc à gauche de la phase chantier et ensuite à droite de la phase exploitation. Et les lignes correspondent aux 10 logements que nous avons suivis sur ce chantier-là. Et les points correspondent aux visites ponctuelles que nous avons réalisées. Et la couleur des points correspond au type de contamination fongique que je vous ai présenté précédemment. Ce que l'on voit dans Nico 1, sur ce chantier-là, c'est qu'il y a une typologie de contamination qui est différente entre la phase chantier et la phase exploitation. Alors, en effet, quand on regarde le graphique de gauche, la phase chantier, on voit donc des points verts qui indiquent à certains moments, les logements sont non contaminés et à certains moments, ils sont jaunes à orange. Alors que quand on regarde la dynamique de contamination fongique en phase exploitation, on s'aperçoit que là, il y a beaucoup plus de points rouges et rouge foncé. On a également fait la même observation sur 2 maisons individuelles du chantier Nico 2. En phase chantier, on a une prépondérance de biomasse intérieure supérieure à la biomasse extérieure, sans développement actif, on n'a pas de point rouge, alors que en phase d'exploitation, le plus souvent des cas, on a une contamination active qui est tracée ici par les points rouges et rouge foncé. Et on observe également la même situation dans les 4 logements qu'on a suivis dans Nico 3, où là, en phase chantier, donc on avait plus souvent des problèmes de biomasse intérieure supérieure à la biomasse extérieure, alors qu'en phase d'exploitation, on a plus souvent une contamination fongique active. Alors, on ne s'est pas arrêté à la description de la dynamique de contamination, on a recherché à reconstituer cette dynamique, et donc je vais laisser la parole à ma collègue Rukshawa Anton, qui va vous montrer un exemple. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la vie des moisissures en phase chantier. Du coup, comme vous pouvez le voir, donc là, par exemple, sur la première photo, on va voir qu'il y a une présence de moisissures visible. En fait, la plaque de plâtre a été stockée, mal stockée, et on retrouve donc des taches de contamination
En revanche, elles ne sont pas actives. Il y a juste c'est lié au problème de stockage. Si on continue sur les prochaines visites, on voit que cette même plaque n'a pas évolué en termes de traces. Il y a toujours une absence d'évolution des tâches, mais il y a une présence de sources endogènes. Il y a sûrement une remise en suspension liée au fait qu'il y a des passages d'ouvriers, du BTP, ou alors l'ouverture des fenêtres, par exemple. Ensuite, là, on arrive à une phase sur une visite où il y a absence de contamination, puisqu'il y a eu masticage en fait de ces traces, et donc il n'y a plus de dissémination des spores. Arrive enfin une visite où Charline vous l'a montré. Il y a un défaut d'étanchéité, les évacuations ne sont pas réalisées, et donc là, on voit qu'il y a des nouvelles traces qui sont apparentes. Donc, vous pouvez le voir sur le quadrillage en bas à droite. En fait, là, on a des nouvelles traces qui apparaissent dans la chambre et elles sont actives. Et enfin, on revient après la phase chantier et on constate que ces traces ont été repeintes sans avoir été traitées. Et on voit que les traces apparaissent et par contre, la contamination n'est pas active. On a à nouveau une dissémination de spores. Voilà, et je vais repasser la main. Merci beaucoup. Donc, en conclusion sur la dynamique de développement fongique, en phase chantier, on s'aperçoit que donc les logements présentent toutes les catégories de contamination fongique, avec tout de même une prédominance d'une source endogène de spores sans contamination active. Parmi les causes identifiées, on en a 3. Il y a l'impact de la remise en suspension des poussières qui sont déposées. Il y a la mise en place de plaques de plâtre qui ont été contaminées pour des raisons de problèmes de stockage aux intempéries. Et il y a également l'impact des défauts d'étanchéité ponctuels. Pour ce qui est de la phase d'exploitation, les logements présentent une contamination active de façon quasi systématique, avec ou sans production de sources endogènes de spores. Et là, parmi les hypothèses, il y en a une qui se détache, ce serait l'impact de l'eau résiduelle de construction au sein des parois et la présence en même temps de spores associés à la phase chantier. Et en fait, ce phénomène est potentiellement aggravé donc, dans 2 cas qu'on a pu observer. La filière humide, c'est le cas de Myco 1 et Myco 3, avec du coup un temps de séchage particulièrement long. Et également, dans les cas où il y a une absence temporaire de ventilation ou un dysfonctionnement des systèmes de ventilation, c'était le cas dans Myco 2. En fait, l'hypothèse qu'on a formulée sur l'impact supposé de l'humidité de construction sur la contamination fongique, donc au cours de la première année d'exploitation, parce que c'est pendant cette année-là qu'on a fait le suivi. En fait, c'est un facteur qui a déjà été identifié dans le cadre du programme OKI-DPE que Swad avait cité en introduction. Nous avions recherché les facteurs déterminants pouvant expliquer la contamination fongique active dans un panel de 128 logements qui étaient neufs, donc construits selon RT 2005, voire RT 2012 ou alors récemment rénovés. Et on s'était aperçu que le délai d'enquête était un facteur qui était important. Le délai d'enquête, c'est le délai écoulé entre la fin de la construction et la mesure de l'indice de contamination fongique. En fait, on s'est aperçu que pour les logements pour lesquels on fait des mesures à moins de 1,5 ans après le délai après la livraison, pardon, on a une chance beaucoup plus importante d'avoir une contamination fongique active que pour un logement pour lequel on ferait des mesures après 1,5 ans. Bon. Et donc, en fait, cette hypothèse sur l'impact de l'unité de construction nous amène à vouloir poursuivre l'expérimentation sur une année supplémentaire, donc au-delà des 1,5 ans après la livraison. Donc, comme vous pouvez voir, on a une quantité de données qui est assez importante. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 281 mesures de biomasse, 243 mesures d'ICF. Ça, c'est pour les mesures ponctuelles. On a aussi mesuré
pendant plus de 2 ans le climat intérieur, le climat extérieur. On a des données descriptives des chantiers. On a toutes les observations qui ont été faites. En phase d'exploitation, on a mesuré l'indice ICON, donc de confinement de l'air. On a également fait une évaluation de l'humidité produite par les occupants. Et donc, on a souhaité exploiter les données en utilisant une approche statistique globale que Stéphane Moulara, mon collègue, va présenter. Bonjour à tous, merci Michael, donc Stéphane Moulara, ingénieur de recherche au CSTB. Et donc, je vais vous présenter l'analyse de ces résultats par une approche statistique qui nous permet en fait d'avoir une approche globale sur l'ensemble de ces résultats et non pas logement par logement. Donc, cette approche globale va également nous permettre de confirmer des tendances générales que l'on a observées cas par cas, mais là, dans la globalité de l'étude. Donc, pour ça, nous avons utilisé 81 visites, qui a été mis dans la matrice globale et avec 10 variables que l'on a regardées. Ça nous permet d'avoir une matrice de 82 fois 11. Donc, en ligne, les visites de chaque logement, les 81 visites. En colonne, les 10 variables que je vais vous préciser juste après. L'intersection entre une ligne et une colonne et la valeur de la variable pour chaque visite. Donc, les variables, d'abord l'ICF, l'indice de contamination fongique, qui va nous permettre de détecter une croissance fongique, une moisissure active qui est en train de se développer. Puis, après, nous allons chercher à regarder la présence de spores dans l'air et notamment la présence de spores dans l'air plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc avec une source interne au logement. Dans cette variable avec les spores fongiques, nous avons 6 sous-variables. L'Aspergillus, Penicillium, Cladosporium et Alternaria, qui représentent la quantité de spores de chacune de ces espèces, autres pour les autres espèces réunies, et biomasse, qui réunit l'ensemble des espèces fongiques mesurées. Une variable météo qui nous permet d'évaluer l'impact de l'humidité extérieure avec une possibilité d'apport d'eau à l'intérieur du logement. Donc, cette variable va de ensoleillé jusqu'à orage de 1 à 6. Une différence d'humidité absolue entre l'intérieur et l'extérieur du logement. Et enfin, l'indice ICON qui est une variable de 1 à 5 et qui mesure le confinement. Alors, si on prend l'ensemble des données, donc que ça soit phase chantier ou phase d'exploitation, on obtient cette matrice. Donc, on voit ici que on a des facteurs qui sont corrélés. Les facteurs corrélés, ce sont météo, différence humidité absolue, ICON et indice de contamination fongique, donc qui dépendent les uns des autres. Puis, on s'aperçoit que la variable biomasse est principalement décrite par les variables Penicillium et Cladosporium. Donc, dans la globalité de l'étude, ce sont ces deux espèces qui ont principalement défini la biomasse. Cependant, elles ne l'ont pas définie de la même manière en fonction des cas. Et puis, nous avons une indépendance globale entre la présence de moisissures dans l'air mesuré et l'activité des moisissures dans les logements. Donc, l'ICF est indépendant de la présence de biomasse dans l'air. Si on regarde maintenant la projection des individus dans toutes les lignes que je vous ai décrites tout à l'heure, en fait, on s'aperçoit que les individus se distinguent principalement en fonction des 2 phases. On a toutes les phases d'exploitation qui sont à gauche, toutes les phases d'exploitation chantier qui sont à droite. Et donc, en fait, l'exploitation est plutôt associée aux variables ICF, météo, différence, humidité absolue et ICON, alors que les variables liées au chantier sont plutôt la biomasse. Donc, en phase globale, exploitation et chantier, nous avons cette différence vraiment marquée entre l'exploitation et le chantier. Maintenant, on va regarder par phase. Si on regarde la phase chantier, on a une corrélation entre ces 3 variables. En tout cas, ces 3 variables dépendent les unes des autres, avec l'ICF qui va dépendre à la fois de la différence d'humidité absolue et de la météo, mais pas de la même manière. Si l'on regarde maintenant la biomasse, elle va dépendre de l'ensemble des espèces fongiques mesurées, cette fois-ci, en phase chantier. Et la météo, elle,
présente des corrélations à la fois avec la biomasse et l'ICF. Donc cette indépendance que nous mesurons entre l'ICF et la biomasse tend à montrer qu'en phase chantier, en fait, les spores fongiques mesurés dans l'air sont pas forcément liés à une activité fongique dans le logement. Si on regarde maintenant, la phase excusez-moi. Donc, sur la phase chantier, on s'aperçoit que les individus se distinguent en fonction de l'ensemble de ces paramètres, différence humidité relative, ICF, météo et biomasse, et que le logement 211 en visite 10 dépend de l'ensemble de ces données. Les autres individus se séparent principalement en phase chantier en fonction de l'ICF et de la biomasse. Et les individus en V10, par contre, eux, sont vraiment séparés par rapport à l'ICF et ce qui correspond avec ce que l'on a pu observer lors des mesures individuelles. Donc, pendant la phase chantier, il n'a pas été constaté de séparation entre les logements. Et donc, on n'a pas tous les logements qui sont retrouvés ensemble. Et donc, c'est pas une question de logement ou de configuration du logement, mais qui crée ces séparations. Les groupes de variables en phase d'exploitation, les voici. Donc, une corrélation entre l'ICF et la météo principalement, et également des corrélations entre pénicillium, la biomasse et les autres espèces. La variable icône, elle, dépend à la fois de la différence d'humidité absolue et du cladosporium. Si l'on regarde la projection sur des individus sur le plan, on s'aperçoit donc que les individus se distinguent principalement par la fonction par la variable ICF, biomasse, pénicillium et autres, et cladosporium et icône. Tout comme la phase chantier, les individus en phase d'exploitation ne se distinguent pas par des logements. En revanche, et contrairement à la phase chantier, les individus, eux, vont se distinguer par visite. Donc, en fait, en fonction des visites, on a vraiment des visites qui vont se réunir les unes avec les autres. Et donc, on a un impact de la visite qui est extrêmement important. Il n'est pas constaté de discrimination entre les groupes en se basant sur les caractéristiques donc des logements, mais principalement de la visite. En conclusion sur cette partie, l'approche statistique a permis de conforter de manière globale les résultats qu'on en avait eu logement par logement. Donc, le changement de type de contamination entre les deux phases sont liés à la biomasse et en phase chantier et au développement actif en phase exploitation. Et puis, nous avons également d'autres informations qui ont été tirées. En phase chantier et exploitation, on a une absence de lien entre le développement fongique et les caractéristiques des logements et le mode de vie des occupants également. Et en phase chantier, on a une dépendance du développement fongique qui donc des spores présentes dans l'air avec les visites que l'on a eues. Et donc, je vous remercie. Merci Stéphane. Pour conclure sur les dynamiques de contamination fongique, je vais reprendre assez rapidement donc les conclusions. Donc, on a observé un changement de type de contamination entre la phase chantier et la phase exploitation. On a une contamination active qui a été observée en début donc de l'exploitation, donc sur la première année d'exploitation. Une biomasse qui est détectée plutôt en phase chantier. Et cette biomasse, elle est souvent liée à des variations temporelles qui sont liées à des étapes de chantier ou à des phénomènes météo. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait une absence de variation spatiale des contaminations pour les deux phases, donc quelles que soient les caractéristiques des logements ou des modes de vie des occupants. En fait, l'hypothèse forte que l'on fait et que l'on aimerait vérifier, c'est de savoir est-ce que la phase chantier prépare-t-elle la contamination active lors de la première année d'exploitation. Donc, on s'explique. On a vu qu'il y avait une prédominance de spores à l'intérieur des logements en chantier,
Donc, suite à cette dissémination de spores et au dépôt de ces spores sur les matériaux, sachant qu'ils vont apporter les nutriments nécessaires pour les moisissures, et que, enfin, ces matériaux, ils présentent une humidité résiduelle liée à la construction, donc fournissent l'eau disponible pour que les moisissures puissent se développer. Alors, cette hypothèse, elle mérite évidemment d'être vérifiée, et c'est pour cela que nous allons poursuivre les mesures donc sur le chantier NICO 1 en 2024. Et là, du coup, on se situera 2,5 à 3 ans après la réception. Alors, après avoir fait donc cette étude de la dynamique de contamination fongique par des observations, logement par logement, puis après avoir fait cette analyse globale statistique, on a souhaité aller plus loin et on a étudié la question de savoir s'il était possible de modéliser la dynamique de la contamination fongique sur toute la vie du bâtiment. Alors pour cela, on a utilisé des outils de prédiction de développement fongique qui sont utilisés couramment en phase de conception. Et ce que l'on a fait, c'est que les données d'entrée, à la place de prendre les données d'entrée par défaut, on a pris les données d'entrée qu'on a réellement mesurées. C'est-à-dire, on a pris donc les données du climat intérieur, du climat extérieur. On a prélevé des matériaux qui constituaient la paroi, l'enduit extérieur, le béton, le complexe isolant avec la plaque de plâtre. On a déterminé toutes les caractéristiques physiques de ces matériaux et on les a rentrés dans ces deux outils de prédiction. Et ce que l'on a fait ensuite, c'est qu'on a confronté les résultats de la prédiction avec les résultats expérimentaux dans 3 logements du chantier NICO 1. Donc, on a comparé l'activité fongique, donc qui est identifiée par le résultat de l'ICF, la biomasse, lorsque on a une biomasse intérieure supérieure à la biomasse extérieure, à chaque visite lors des 2 phases, et on a réalisé des matrices de convergence. Alors, au niveau des résultats, alors, comme vous l'avez noté, il y a très peu de logements sur lesquels on a fait cette étude. Il y a 3 logements. Voilà. Alors, malgré cela, on a vu des choses intéressantes. En phase chantier, on s'aperçoit que la prédiction, elle est conforme à l'observation de terrain dans au moins 40% des cas. En phase d'exploitation, on s'aperçoit que les 2 modèles qu'on a utilisés, ils sont complètement en phase parce qu'ils ne prédisent aucun développement fongique. Alors, en cas d'absence de contamination mesurée, effectivement, dans ces cas-là, la prédiction, elle est conforme à 5%. Par contre, en cas de contamination mesurée, dans ces cas-là, la prédiction n'est jamais conforme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que à ce jour, il semble difficile de prédire la contamination fongique au cours de la vie d'un bâtiment avec les outils de prédiction qui, je rappelle, sont utilisés en phase de conception. On a formulé quelques hypothèses pour expliquer pourquoi on ne trouvait pas, les résultats n'étaient pas conformes à ce que l'on a mesuré. En fait, il y a plusieurs facteurs qui ne sont pas pris en compte dans ces outils de prédiction. C'est par exemple l'hétérogénéité des surfaces des matériaux, qui ont des significations de séchage qui sont différentes. Il y a les modifications des caractéristiques des matériaux à partir du moment où on les a mis en œuvre et puis au fur et à mesure de leur vieillissement. Ils vont commencer à s'encrasser, on va rajouter des revêtements de surface avec des cols, etc. Et puis, il y a tous les nouveaux supports de croissance des moisissures qui sont dans les logements, donc les meubles, les revêtements de surface, etc. Donc, au niveau de cette approche, qu'est-ce qu'on peut dire? Les outils d'aide à la décision en phase de conception donc, sont très utiles, évidemment, pour permettre de sélectionner les parois les moins sensibles à l'humidité et au développement fongique en phase de conception des bâtiments. Par contre, donc à ce jour, on a montré qu'il n'était pas possible d'utiliser pour modéliser le développement fongique durant la vie du bâtiment. Et donc, il faut continuer à réaliser des suivis expérimentaux les plus fins possibles et les plus complets possibles. Et aussi, parallèlement, il faut développer des outils de prédiction qui soient plus adaptés à l'écosystème des moisissures. Voilà. Nous avons... Là, on arrive à la fin de la présentation des résultats. On va prendre quelques questions.
Alors, il y a beaucoup d'interrogations, en tout cas sur le chat, sur la biomasse, l'ICF. Donc, peut-être qu'on peut revenir dessus rapidement. Stéphane, je te laisse. Commencer à essayer de répondre justement à l'écrit. Donc effectivement, donc alors on va faire juste un petit rappel en fait. Donc la moisissure, elle va se déposer sur le support. Une fois qu'elle va se déposer sur le support, elle va commencer à se développer comme l'a dit Pierre tout à l'heure. Et puis une fois qu'elle s'est développée, elle va créer des spores et les spores vont se retrouver dans l'air. Donc en fait, on a une croissance fongique, une moisissure qui va se développer et pendant qu'elle se développe, elle est active. Donc on va considérer qu'elle est active. Elle émet des spores. Elle peut très bien s'arrêter de se développer et donc on a encore des spores dans l'air. Et à ce moment-là, on aura une contamination qui n'est plus active. En revanche, il y a encore des spores qui sont dans l'environnement. Et puis, elle peut très bien continuer à se développer. Et là, on aura une contamination active. Et donc là, ce qu'on a cherché à savoir, c'est est-ce que la moisissure se développe? Déjà, avant d'émettre des spores dans l'air, il va falloir savoir à quel moment elle va se développer le plus vite possible. Et donc ça, c'est pour ça qu'on va chercher son activité. Et puis, lorsqu'elle va se développer, elle peut très bien se développer derrière une cloison. Et donc, à ce moment-là, elle va pas encore émettre de spores. Par contre, elle a commencé son développement. Et donc, les COV vont traverser la cloison. Et donc là, on va pouvoir dire, la moisissure est en train de se développer. Il n'y a pas encore de spores dans l'air. En revanche, on a bien une moisissure qui est en train de se développer. On a bien les conditions qui sont favorables pour que la moisissure se développe. Ah, voilà. J'avais pas vu sur. Donc là, vous le voyez sur le chat. Alors, je suis désolé pour les personnes à distance. Pour les personnes qui sont présentes, donc là, vous voyez, une moisissure, lorsque la spore va s'imposer, elle va commencer à se développer et pendant l'ensemble de son développement, elle va émettre des composés organiques volatils. Et ce sont ces COV, donc ces gaz, qui sont émis pendant la croissance que l'on va chercher à détecter. Et l'on voit bien que là, même si une cloison bloque la biomasse, bloque les spores pour aller dans l'air, on aura bien les COV, on pourra en déduire qu'une moisissure est bien présente et en train de se développer. Les autres questions, pardon. Donc ça, c'était pour différencier biomasse et ICF. Ah, pardon. Voilà, COV, c'est ICF, donc c'est en rouge. Pendant que la moisissure se développe, c'est-à-dire pendant qu'elle a de l'eau pour se développer, ça va émettre des COV et on aura une croissance active de la moisissure, qu'elle soit cachée ou non. Et la biomasse, ça va être les spores, principalement les spores qui sont émises et qu'on retrouve dans ce cas-là, dans l'air. Donc là, c'est de la biomasse aéroportée. Et le vert. Est-ce que c'est plus clair ou est-ce qu'il y a encore des questions sur ce sujet-là? Biomasse, ICF? L'analyse ACP, il y a beaucoup de questions. Ah. Alors, l'analyse ACP, donc là, je... Réexpliquer les axes. Alors, principe de l'ACP, ça va être assez simple. En fait, on va avoir donc une matrice. On va chercher à analyser une matrice sans faire d'a priori. C'est-à-dire, on va pas chercher voir si les spores dans l'air sont associés à l'ICF ou pas. On va regarder et on va vérifier comment sont corrélées les différentes variables. Donc, on va prendre une matrice avec toutes nos variables. On va regarder sur les lignes l'ensemble des logements et des visites et on va regarder les corrélations. Et donc, lorsque vous avez des axes, en fait, les axes sont construits à partir des vecteurs que vous avez sur le cercle de corrélation au début. Donc, en fait, le cercle de corrélation va permettre de construire ces axes. Et après, à chaque fois qu'on aura des points qui sont proches les uns des autres, ça voudra dire que ces deux points sont corrélés. Donc, ces deux logements sont corrélés. Et après, on va chercher à savoir pourquoi ils sont corrélés. Et de temps en temps, c'est parce qu'ils ont été faits durant la même visite. Et ce qu'on a cherché à voir là, notamment, un des résultats, c'est qu'on a cherché à voir si certaines configurations de logements, par exemple, tous les logements de la même taille, est-ce qu'ils se seraient regroupés, est-ce qu'ils seraient corrélés? Ce n'est pas le cas. En fait, là, la dépendance est vraiment liée à la phase chantier ou exploitation et pas à la forme du logement. Donc, ces ACP, il faut les voir d'une façon très simple. Lorsque vous avez les flèches sur les cercles, deux flèches qui sont parallèles et qui vont dans le même sens, ça veut dire que les deux variables sont corrélées. Deux flèches qui sont perpendiculaires, ça veut dire que les deux variables sont indépendantes. Et dans la projection du plan principal, deux points qui sont l'un à côté de l'autre, ça veut dire que les deux points sont corrélés. Deux points espacés, ça veut dire que les deux points ne sont pas corrélés. Et quand vous avez
si on met un exemple juste par exemple, d'un plan principal ici, voilà. Là, ce que vous avez en bleu, ce sont les flèches que vous aviez tout à l'heure. C'est-à-dire que sur le cercle de corrélation, vous voyez que la biomasse est à droite, l'ICF est en haut, par exemple. Et donc là, on sait que l'axe 1 est décrit par la biomasse. Donc l'axe 1, c'est l'axe horizontal est décrit par la biomasse. L'axe 2, l'axe vertical est décrit par DIF, HA, météo, ICF. C'est pour ça que je les ai remis sur le schéma. Mais là, sur ce schéma, on cherche à regarder quel point est à côté de quel autre pour savoir s'ils sont corrélés ou pas. Donc, c'est vraiment une vision globale. La CP, elle sert à ça, là, à faire une vision globale et non pas point par point. Comme ça, si on a un cas exceptionnel de deux logements qui ont réagi pas comme l'ensemble, il est masqué là-dedans et on regarde l'ensemble du comportement. Ok, merci beaucoup Stéphane. Est-ce qu'on a peut-être des questions dans la salle sur la présentation des résultats? Non, pas de questions. Peut-être sur le chat? Bon. Alors, une personne pose la question sur la modélisation, pourquoi il n'y a pas eu de Mofi? Je pense qu'il faudrait faire la question parce que j'ai un petit peu sur la gauche. Alors, une question posée sur le chat était pourquoi est-ce que on n'a pas utilisé le logiciel Woofy? Peut-être que c'est. Alors, je pense que la question datée d'avant. Ouais. Ah oui, par rapport à Terrain 6. Donc oui, effectivement, on a réalisé dans les études théoriques deux types de modélisation. Des modélisations à l'échelle bâtiment qui ont été faites grâce au logiciel Terrain 6 et également des modélisations à l'échelle paroi qui ont été faites grâce au logiciel Woofy, donc dont les résultats ont été présentés tout à l'heure. Donc, d'autres questions sur l'utilisation, on a utilisé des matériaux biosourcés pour réaliser l'isolation des bâtiments. Alors, une question était, a-t-on utilisé des isolants biosourcés pour la construction des bâtiments test? Donc non, en fait, sur l'ensemble des bâtiments que l'on a suivis, nous n'avions pas d'isolant biosourcé. En fait, le parti pris était à l'époque, parce que le projet a démarré en 2018, donc le parti pris sur la sélection des projets était de partir sur des choses qui étaient très classiques pour l'époque. Donc on était encore en RT 2012. Et les biosourcés, même s'ils étaient utilisés, ne représentaient pas la majorité des constructions. Donc on a fait le choix de partir. Alors pour les maisons individuelles, on était sur de l'agglo avec de l'isolation intérieure, logement collectif en béton banché avec isolation intérieure également, et plutôt des isolants très classiques, laine minérale ou polystyrène. Une autre question, est-ce qu'il y a un seuil ou insalubrité? Alors une autre question posée, et y a-t-il un seuil d'insalubrité? Peut-être une question pour Pierre Lecan. Le rapport de l'ANSES avait essayé d'aborder la question, effectivement, mais n'a pas réussi à trancher. Donc, il a émis, en fait, une proposition qui était un seuil à 1000 unités formant colonie de moisissure par mètre cube d'air dans l'habitat, comme étant, en fait, une valeur à partir de laquelle il fallait se poser vraiment la question d'une source d'humidité présente qui pourrait expliquer cette valeur élevée en moisissure. Et en tout cas, essayer de diminuer cette valeur. Alors, je sais que effectivement, il y a des réglementations un petit peu partout dans le monde. Hein. Je sais comment dire, au Portugal, c'est 300. Ça dépend des pays en fait. Hein. Mais 1000, pour vous donner une information, nous en Bretagne, sur la région rennaise, on a fait une étude sur 150 logements. On avait quand même la moitié des logements qui étaient supérieurs à 1000. Donc, c'est assez difficile aussi de mettre des valeurs élevées. Alors,
penser sur la rénovation, pas de la contre-profondeur, donc oui, dans rénovation lorsqu'il y a des moisissures avant de démarrer un futur chantier. Alors, une autre question a été posée. Quid des moisissures sur les projets de rénovation avant même d'intervenir? Alors, ce que je peux préciser, c'est que le projet Mycoac s'est intéressé uniquement aux constructions neuves et non à la réhabilitation. Parce que bon, comme vous le voyez, il y a déjà pas mal de questions qui se posent sur la construction neuve. Donc vraiment, l'objet du projet, c'était construction neuve. Ensuite, oui, effectivement, beaucoup de questions se posent sur la réhabilitation. Bon, il y a déjà des études qui ont été faites, des études en cours. Compléter dans aussi beaucoup de Restart au CSTV qui justement travaille sur la phase rénovation. Et dans ce cadre-là, il y a l'indice de contamination fongique qui est justement analysé avant la phase rénovation pour identifier les points critiques. Donc ça peut être un outil pour justement détecter les contaminations cachées. Je pense qu'il y a une question qui n'est pas posée, il faut dire une fois qu'on a vu qu'il y avait de la modification pour le chantier, comment on fait? Je l'ai posé déjà. Alors ça, c'est ça. Jamais. Je peux dire que je ne sais pas, mais ah oui, répète-moi la question, pardon. Ah oui, quand il y a des moisissures, quand on en détecte, qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, on met surtout pas de mastic dessus. Donc en fait, la moisissure, pourquoi elle apparaît? Elle apparaît parce qu'elle a des nutriments, ça on en trouve quasiment tout le temps, parce que soit c'est le matériau, soit c'est l'encrassement du matériau. Mais elle apparaît surtout parce que l'eau liquide contenue dans le matériau va lui permettre d'être un solvant et de transporter les nutriments du support vers elle. Donc, lorsqu'une moisissure apparaît, lorsqu'on a une détection d'un développement fongique, ça veut dire qu'il y a de l'eau liquide quelque part qui lui permet de se développer. Et donc, la solution, bien sûr, ça va pas être de poser ni une peinture, ni un mastic dessus. Ça va être de comprendre pourquoi il y a de cette eau liquide, de supprimer cette eau liquide. Et une fois qu'on a supprimé l'eau liquide, en fait, on a supprimé le problème de développement fongique. C'est vrai aussi, je crois qu'il y a tout à l'heure, il y avait une question sur la mérule, parce qu'on ne parlait pas de mérule. Donc, la mérule, c'est un champignon supérieur, ce n'est plus une moisissure comment il s'appelle, c'est pas un micromycète. Et la mérule, ben, elle va se développer plutôt à l'intérieur du bois. Et ensuite, lorsqu'elle va sortir du bois, lorsqu'on va la voir, ça veut dire qu'elle n'a plus rien à manger. Mais de la même manière, la mérule va avoir besoin d'eau pour pouvoir se développer. Donc, pour ces deux champignons, enfin, pour les moisissures en général et pour les basidiomycètes en général, dont la mérule, à chaque fois, il va falloir supprimer l'eau. Parce que si on recouvre, mais qu'on a laissé l'eau derrière, ça va pousser. Il y a une autre question. Y a-t-il des moisissures spécifiques à certains types de constructions, c'est-à-dire les constructions en ossature en bois, parfum par exemple? Alors, ce qu'on voit, c'est que, alors, il va y avoir des moisissures qui vont préférer certains supports. Cependant, ce qu'on voit quand même, c'est que dans un environnement réel, où on a des matériaux de décoration, des matériaux on pense tout de suite au mur, mais sur le mur, il y a de la colle avec du papier peint, il y a de la peinture. Sur un vrai environnement où on est en multimatériaux, en fait, on va avoir à peu près toutes les moisissures possibles qui vont pouvoir se développer. Donc, en fait, elles vont s'enchaîner. Ce ne sera pas toujours les mêmes. On a vu qu'à l'échelle d'une journée, l'espace majoritaire peut changer d'ailleurs. Mais voilà, c'est plutôt une question de savoir si ces conditions sont favorables ou pas. Et si elles le sont, il faut corriger les conditions. Il y a une autre question sur, je reviendrai sur la modélisation, mais avant, doit-on systématiser le changement de support et d'en présenter des moisissures de surface ou un coup de javel peut-il suffire? Comment trancher? On revient toujours sur la même idée que tout à l'heure, en fait. C'est que si ce matériau contaminé, on ne le traite pas complètement et qu'on le remet dans un endroit où il va y avoir de l'eau, ça va reprendre, même avec de l'eau de javel. En revanche, si ce matériau a été contaminé en présence d'eau, qu'on a coupé la source d'eau et que là, on a détruit la plupart je mets des guillemets à détruire, mais la plupart des spores, par exemple avec de l'eau de javel, effectivement, il y a des chances que ça ne revienne pas. On n'est pas obligé de changer un mur à chaque fois qu'il y a une moisissure qui pousse, quoi, grosso modo. Cependant, si vous avez une source d'eau, vous pourrez mettre autant d'eau de javel que vous voulez, ça reviendra. Et si vous êtes dans un ERP, vous ne devrez pas utiliser d'eau de javel.
Et si vous... Ah oui, alors là, c'est encore autre chose. Alors, pour les propriétés du matériau, côté moisissure, donc ça va plutôt être en surface, mais effectivement, ça va quand même attaquer, notamment si c'est un isolant, ça va changer ça pourrait changer ses propriétés. Si c'est de la mérule, c'est carrément la, une résistance mécanique. Et alors là, effectivement, faut changer la poutre. Puis on a aussi tout ce qui est problématique au milieu dans le patrimoine culturel où là il y a en plus une dégradation qui se rajoute. Oui, merci beaucoup Stéphane. On va continuer. Alors, il y a encore des questions qui se posent sur le chat. On prendra le temps d'y répondre. Alors, soit tout à l'heure, soit au fur et à mesure des présentations. Donc, je vais passer la parole maintenant à Laure Mouradian pour les retours d'expérience sur la mise en place de solutions de ventilation provisoire. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Laure Mouradian, je travaille au CETIAT, qui est un centre technique industriel. Et donc, on est intervenu sur le projet pour parler un peu des solutions actives et de ventilation provisoire pour voir est-ce que on peut avoir un impact sur ce développement fongique. Donc, l'objectif des solutions actives, c'est de prévenir l'apparition de moisissures en évacuant l'humidité, en séchant l'air ambiant. Donc, les solutions actives qui sont mises en place, elles sont à titre préventif. Elles peuvent l'être aussi à titre curatif quand on est sur le chantier. Les contraintes qu'il va falloir prendre en compte, c'est que ces solutions ne doivent pas gêner les opérations de construction, dans tous les cas, que ce soit en termes d'encombrement du chantier, la localisation aussi, on doit pouvoir avoir accès à toutes les zones du chantier. La période d'utilisation rentre en ligne de compte. Il y a des zones qui peuvent être pourquoi pas momentanément bloquées, mais on doit pouvoir accéder à toutes les zones à toute période, très souvent. Et puis, des contraintes quand on va mettre en place une solution active. Enfin, nous, ce qui nous a été donné comme contrainte quand on a commencé à y réfléchir, c'est d'éviter d'avoir trop d'opérations de manutention. Quand même, il ne faut pas que ce soit une lourdeur sur le chantier. Et puis, les autres éléments, éviter les risques d'intrusion, de pénétration de pluie. Voilà, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on pense à l'ouverture des fenêtres pour faire une aération, mais voilà, est-ce qu'on met quelqu'un qui va ouvrir et fermer les fenêtres tous les matins, tous les soirs sur le chantier? Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la pluie? Qu'est-ce qui se passe quand il y a personne sur le chantier? Donc, ça fait partie du cahier des charges qu'on a eu à prendre en compte quand on s'était intéressé à ces solutions actives. Donc, quand on a fait un peu un état des lieux, on a vu, et puis ça avait été mis dans les simulations, qu'on peut avoir à mettre en place du chauffage, de la déshumidification et de renouvellement d'air, de façon localisée ou centralisée sur l'ensemble du bâtiment, et puis de manière ponctuelle sur une période donnée ou en continu. Donc, au niveau du projet, on a décidé de tester des solutions de ventilation provisoire pendant cette phase de chantier. Donc, ce choix a été étayé par les préétudes et simulations sur terrain 6 qui ont pu être faites, qui ont permis d'évaluer l'impact des différentes solutions qu'on pouvait avoir et aussi les différents dimensionnements. C'est-à-dire si on parle d'un renouvellement d'air, est-ce que c'est la peine de mettre un renouvellement d'air de 0,5? Est-ce que il faut aller jusqu'à 4 volumeurs? Il faut aller juste milieu. Donc, ça a permis de nous éclairer un peu sur ces solutions-là. On a procédé à des interviews aussi du groupe Reflet sur leur usage. C'est-à-dire qu'est-ce que eux ont l'habitude d'utiliser. Et puis, on les a questionnés aussi sur, tiens, on imagine mettre ces solutions en place. Ils nous ont dit, non, surtout pas, vous vous rendez pas compte, c'est pas possible dans ce chantier. Donc, voilà, l'impact sur les différentes contraintes. Et donc, on s'est orienté vers cette ventilation provisoire qui permet d'avoir quand même des faibles consommations d'énergie par rapport à du chauffage en plein hiver. Qui en plus a un bénéfice pour la santé du personnel, parce que si on augmente le renouvellement d'air, on diminue aussi leur exposition aux composés organiques volatiles et autres polluants, qui présentent un risque faible pour les produits de construction. On pense notamment aux problématiques des chapes, où il ne faut pas avoir un séchage trop rapide non plus pour éviter de sortir des règles de l'art et des bonnes pratiques. Et puis, ça nous semblait intéressant de regarder ces solutions-là dans le cadre de ce projet, parce que ce sont des solutions innovantes qui sont quasi absentes du terrain. Donc, tant qu'à faire, autant utiliser ce projet de recherche pour défricher des nouvelles solutions. C'est l'objet aussi des programmes de recherche quand on va sur ces sujets-là. Donc, la solution de chantier, on va la prendre à titre préventif.
c'est une solution qui va plutôt être centralisée sur le bâtiment et avec un objectif continu sur la phase de construction. Pour les bâtiments donc sur lesquels on a pu tester des solutions de ventilation provisoire, on s'est appuyé sur les équipes de chantier, donc les entreprises générales, les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, et puis sur les fabricants de matériel de ventilation qui nous ont aidés donc à choisir les équipements et à définir leur dimensionnement. Donc sur l'opération de bâtiment collectif, donc on appelle Mico 1, c'est une solution avec un caisson centralisé en toiture. Sur les opérations de maisons individuelles, donc là aussi, on a une ventilation centralisée, mais qui est dans chaque maison. Et puis, sur l'opération pilote Mico 4, là, c'est encore une autre solution avec des aérateurs ponctuels mis en lieu et place d'une fenêtre de salle de bain. Donc, la première solution mise en œuvre sur Mico 1, donc on a eu Francaire comme partenaire. Donc, c'est un bâtiment qui est destiné à être ventilé de façon définitive par un système hygrobé avec un caisson collectif en toiture. Donc, c'est une ventilation simple flux avec des gaines de ventilation qui vont desservir toutes les pièces techniques du bâtiment et des entrées d'air sur les flux. J'en profite pour préciser, parce que je suis pas sûre de l'avoir écrit, on l'a bien écrit dans les recommandations, une ventilation de chantier, ce n'est pas le système de ventilation définitif qu'on va faire tourner en phase chantier. C'est pas fait pour ça. D'abord, alors là, on a pris un caisson qui est destiné à la ventilation définitive, mais on l'a enlevé à la fin du chantier. C'est pas le même. D'abord, il est dimensionné pour 2 volumeurs, donc c'est une taille qui est beaucoup plus élevée que la ventilation initiale. Et puis, en phase chantier, on a quand même des productions de poussière, on n'a pas la même alimentation électrique, on n'a pas le même usage. Donc, voilà, on profite de notre petite alerte. Un système de ventilation définitive qui est utilisé en phase chantier, je suis pas sûre qu'il reste dans sa garantie. Même, voilà, on a eu tout un tas d'équipements. On le rappelle à ce moment-là. Pour protéger le système de ventilation définitif, donc on a mis un caisson en extraction, ce qui permet donc de desservir tous les logements. Au niveau des bouches d'extraction, on a mis en place, donc c'est Francaire qui nous a proposé de mettre en place des filtres mini-plis qui étaient posés en amont des gaines pour éviter que la poussière rentre dans les gaines, et puis des bouches pour finir le produit, des bouches ouvertes réglables. Donc c'est un caisson à la taille 8000 mètres cubeurs, et sur ce chantier-là, il y avait quand même 53 bouches provisoires à mettre en place avec des filtres. Et puis il fallait ouvrir ou scotcher les entrées d'air pour que l'air puisse rentrer. Donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'on avait tout le bâtiment traité avec un seul équipement et toutes les bouches. Et la contrainte qu'on avait identifiée, c'était de se dire on ne peut la mettre en place que quand les gaines de ventilation définitive sont installées. Mais finalement, ça correspondait assez bien avec les opérations de construction. Alors, le retour d'expérience qu'on a eu. Vous voyez, il y a plein de têtes qui font un peu un mou. Alors, quand on a fait le partenariat avec Francaire, on s'est dit, voilà, faut qu'on fasse attention parce que s'il y a un brevet sur une nouvelle solution, en fait, non, pas du tout, parce que la contrainte de chantier fait qu'on a un retour d'expérience qui nous dit c'est quand même compliqué. Le fonctionnement du caisson, il a été très discontinu, c'est-à-dire que il était sans arrêt débranché. On sait qu'il a été en place le 9 septembre. On sait que lors de l'avis du 28 octobre, il était arrêté. Et après, on n'a pas bien de maîtrise sur l'alimentation de ce caisson de ventilation. Il était plutôt arrêté, en fait. Les mortaises des entrées d'air, donc qui permettent de faire rentrer l'air dans le bâtiment, on avait donné comme consigne qu'il fallait bien les descotcher, mais c'était pas le cas. Donc le sociologue avait passé visite, ils ont repéré qu'il y en avait plein qui étaient encore derrière les papiers bulles, donc pas d'entrée d'air. Au moment des travaux de peinture, donc on peut imaginer que si on met en place une bonne démarche qualité, les gens le savent, mais sur un chantier de bâtiment collectif, il y a quand même énormément d'intervenants. Et donc le peintre a pris les bouches en place comme les bouches définitives, il les a bien protégées, il a tout scotché. Donc il n'y avait plus d'air qui passait puisque ce kit était scotché. Et puis les filtres provisoires se sont encrassés beaucoup plus vite que prévu. Voilà, c'est exactement la réalité des chantiers. Je vous remercie, on l'a vécu, on l'a testé. On avait essayé de prévenir les choses, d'avoir des réunions. Comme on l'a dit, on a démarré en confinement, donc on avait un peu de mal aussi à se rendre sur place.
Et puis, voilà, on s'est rendu compte que sur le terrain, il y a énormément d'entreprises qui interviennent, qui sont, pour discuter avec toutes les personnes, il aurait fallu que nous, on aille sans arrêt sur le chantier pour voir tous les nouveaux intervenants. D'un point de vue managérial, donc le caisson était sans cesse débranché. Ben voilà, manque d'information des entreprises sous-traitantes, peinture, les entreprises CVC. Et puis, on s'est rendu compte après coup, donc c'est la dernière photo, donc on a la bouche définitive et puis on voit à travers la bouche que ils ont laissé le filtre. Donc ça, c'est ennuyeux parce que le filtre bien encrassé, ça a un impact sur la ventilation définitive chez moi. Donc normalement, vous inquiétez pas, sur le chantier qui a été livré, maintenant il n'y a plus de filtre, mais c'est quand même un retour d'expérience important. Donc là, c'est les tableaux que vous a présentés Michael tout à l'heure sur l'impact sur la contamination des logements. Donc, ce qu'on vous met, c'est que la première partie du tableau en haut, c'est le bâtiment témoin, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de solution de ventilation installée. Et puis, la partie du bas, c'est le bâtiment test. Alors, j'ai mis avec des guillemets, parce que finalement, on ne sait pas bien s'il y a eu vraiment cette ventilation provisoire. Dans notre idéal, quand on a démarré le chantier, on s'est dit, en bas, on va avoir plus de points verts, et puis c'est super. En fait, non. Alors, on vous a expliqué un petit peu pourquoi. Il n'y a pas que le renouvellement d'air qui fait qu'on peut s'affranchir des risques de contamination fongique. Donc là, ce qu'on veut dire, c'est que sur cet acte-là, on n'a pas pu mettre en évidence l'impact positif d'un système de ventilation provisoire. Le bilan économique. Donc, on a les composants de la solution provisoire. Donc, il a quand même fallu avoir un caisson provisoire, approvisionner des bouches et des fils. Et puis, il y a toutes les charges de mise en œuvre, de fonctionnement, de dépose, parce que le caisson, quand on le met en place, la grue est sur le chantier, mais quand on doit l'enlever, il n'y a plus de la grue, donc il faut faire revenir la grue. Il faut évacuer le caisson. Alors, on a dit on limitait les opérations de manutention, mais quand même, la mise en œuvre, la dépose de toutes les bouches provisoires et des filtres, c'est du temps qui nous a été décompté par l'entreprise générale, non? Je sais plus. Non. En tout cas, ils ont fait la somme. Ils ont dit attention, il n'y a pas que les coûts des composants à prendre en compte si on met en place une solution de ventilation provisoire. Et puis la consommation électrique du caisson, qui reste faible. Alors, ce sont des coûts estimatifs, avec des produits, c'était pas systématisé. Ça donne un ordre de grandeur pour dire que c'est pas non plus anodin et qu'il faut le prendre en compte. La deuxième opération sur laquelle on a testé des solutions de ventilation provisoire, c'est MICO 2 sur des maisons individuelles. Donc, des maisons qui seront équipées définitivement de systèmes de ventilation hydro-B, donc c'est du simple flux, extraction par des caissons, entrée d'air dans les pièces de vie. Là, on utilisait juste le réseau de rejet, c'est-à-dire qu'on a décidé de mettre un ventilateur dans le logement en lieu et place du caisson définitif. On utilisait le réseau de rejet qui était prévu initialement sur les points pour être des gaines rigides verticales, donc très peu de perte de charge. Donc, on a fait notre dimensionnement là-dessus. Pour se coller à la réalité du chantier, on s'est dit, on va pas mettre un système de ventilation définitif, on a expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc, on a pris un ventilateur de gaine tertiaire qui est plus robuste, qui permet d'avoir des bons renouvellements d'air avec des pressions disponibles plus importantes. Et puis, en amont du ventilateur, pour le protéger, un caisson avec un filtre approche qui s'encrasse moins vite, qui permet d'avoir plus de temps de fonctionnement. Donc, l'avantage de cette solution, c'est qu'on n'utilise pas le réseau de gaine de ventilation intérieure, on limite les pertes de charge et le risque d'empoussièrement. Ce sont des composants robustes qui sont adaptés au chantier. Et en revanche, on n'a qu'un seul point d'extraction dans chaque maison. Donc, de plein pied, ça va assez facilement, on est centralisé. Et puis, sur les maisons à étage, on s'est mis dans une salle de bain qui était proche de la cage d'escalier. Donc là, sur ce chantier-là, on a eu un apport beaucoup plus important de l'entreprise de CVC qui était vraiment partie prenante et qui s'est mis en relation donc avec le fabricant que j'ai oublié de citer juste avant, qui est Solar et Palo. Donc, il y avait vraiment eu des échanges entre le fournisseur de la solution et l'entreprise CVC en charge du chantier. Donc, le fonctionnement a été quasiment continu entre janvier et juin.
Les ventilateurs ont bien marché, c'était compatible. Il n'y a pas eu une nuisance sonore détectée pendant le chantier, donc les ouvriers n'ont pas été gênés pendant leur intervention. Les ventilateurs sont visibles. Alors, j'ai pas mis de point vert. L'avantage d'avoir des ventilateurs visibles, c'est que du coup, on peut y accéder. D'abord, on y pense. On sait qu'ils sont là pour quelque chose. Et puis, on peut aussi y accéder facilement pour venir aspirer le filtre de temps en temps. Et puis, venir régler le ventilateur, parce que même s'il n'y a pas de nuisance sonore, il y a quand même des gens qui viennent pour toucher le bouton d'alimentation pour le réduire quand même. Le point négatif, c'est que le réseau de rejet était en conduit souple du conduit rigide, qui a généré beaucoup plus de pertes de charge que ce qu'on avait imaginé. Les contraintes du terrain, c'est qu'il y avait quand même besoin de tirer une alimentation spécifique sur les maisons. L'entretien des filtres a été plus fréquent que ce qu'on avait imaginé. Et on a eu quand même des retours que voilà, on a un visuel du ventilateur et du caisson qui sortait du faux plafond. Et on a eu des retours comme quoi c'était quand même un peu encombrant. Et d'ailleurs, quand ils ont fait les finitions de plafond, il a fallu démonter le système pour le remonter après coup parce que c'était quand même un peu trop encombrant. Mais voilà, ça quand même un retour positif parce qu'il y a une participation active de tout le monde. Le bilan économique pour 2 maisons est plus faible, mais on voit qu'on a quand même des charges de mise en œuvre, de fonctionnement et de dépose qui sont du même ordre de grandeur que les coûts des composants. Sur la contamination fongique des logements, on n'a pas mis en évidence de l'impact éventuel de cette solution active. Alors, pour les raisons qu'on a expliquées avant, et puis pour une autre raison, quand on regarde le profil hygrométrique de 2 maisons, donc une test, un témoin, alors on voit sur le graphique en bleu foncé, c'est la température extérieure, en bleu plus clair, c'est la température intérieure. Donc, quand on va avoir un fort renouvellement d'air, on va avoir tendance du coup à on dit évacuer l'humidité de l'intérieur, mais on va surtout avoir une homogénéité entre l'air extérieur et l'air intérieur. Donc, quand on est du côté de Nantes, entre janvier et mars, on a un air extérieur qui est très humide. Et donc, on a minimum 70% des mesures effectuées qui étaient... Non. Je vous signale que dans la présentation tout à l'heure, vous avez marqué que le risque climatique était le plus élevé à Nantes. Donc, je ne fais pas d'a priori. C'est quand même une des contraintes. En climat océanique, l'humidité extérieure est quand même élevée, ce qui fait que quand on ventile fortement, on va pas baisser l'humidité relative si on n'a pas de chauffage joint. Ce qu'on remarque quand même, c'est que sur la maison pour laquelle on avait une solution de ventilation provisoire, au mois de mars-avril, quand il y a eu la mise en œuvre des peintures et des réagréages aux étages de la maison, on voit que il y avait un écart entre l'intérieur et l'extérieur. Et je pense que je me suis trompée quand j'ai remis les éléments. L'humidité intérieure était plus... Non, mais il faudra que je pense que je me suis trompée. Mais sur la maison, oui, pardon, sur la maison témoin, ça y est, j'y arrive. Sur la maison témoin, on a une humidité intérieure qui est beaucoup plus élevée que l'humidité extérieure, ce qu'on n'a pas sur la maison test. Et du coup, il y a quand même eu un bénéfice à avoir cette ventilation pendant cette phase. Donc, ça a permis de limiter l'humidité relative intérieure. J'y arrive. Il faudrait que j'ai terminé là, en fait. Hein. Donc, l'impact... Donc, on n'a pas d'impact fort quand on regarde la contamination fongique, mais on a quand même une diminution de l'humidité intérieure pendant le printemps qui était importante. Sur l'opération pilote, donc là, c'était quelque chose qui était demandé dans le cadre du cahier des charges du CBC. Ce qui a été proposé par l'entreprise CBC, c'est de mettre en place des aérateurs ponctuels montés sur des plaques d'OSB, positionnés sur les fenêtres de salle de bain. Il y avait un nombre de solutions de chantier inférieur au nombre de bâtiments parce qu'ils avaient prévu des rotations en fonction des périodes de chantier. Ils avaient prévu un volumeur. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les logements qui donnaient sur l'extérieur n'étaient pas équipés parce qu'il y avait un risque d'intrusion trop fort. Donc, ça a fait un biais finalement sur l'étude. Et comme ces logements étaient côté nord et nous, ça nous intéressait, on avait équipé les logements qui donc n'étaient pas équipés de solutions. Donc,
sur ces solutions-là, il y a eu un impact qui était positif sur les périodes de latence, parce que donc c'était expliqué tout à l'heure. Donc les solutions ont pu être mises en place pendant la période de latence et on a vu un réel écart entre les logements qui étaient équipés ou non de ces solutions, donc simplement un aérateur ponctuel sur la salle de bain. Et le bilan économique, donc solution de 150 €, bon, on n'a pas pu avoir un bilan aussi détaillé que pour les autres. La conclusion, la réalité de terrain, c'est qu'on a quand même une difficulté permanente sur l'alimentation électrique. Hein, les rallonges et multiprises sont utilisées, voire certaines disparaissent. Les coûts et charges, ça dépend des solutions, mais il faut quand même pas négliger tous les coûts et charges de maintien, pose, dépose. Voilà, il n'y a pas que le coût des composants. En faisant attention quand même au risque d'intrusion qu'on peut avoir sur certaines solutions. L'impact sur la contamination fongique n'a pas pu être démontré dans le cadre de cette étude, mais on a voilà un retour positif pour la période de latence des mycocaques. Et concernant le retour d'expérience sur le climat, donc on l'avait évoqué déjà avant, c'est vrai que augmenter le renouvellement d'air dans un climat océanique très humide et en période hivernale ne va pas permettre de diminuer l'humidité relative intérieure. Et dans ce cas-là, il faudrait l'associer à du chauffage ou de la déshumidification. Et merci beaucoup, Laure. Est-ce qu'on a peut-être une ou deux questions sur cette partie, sur les solutions de ventilation? Pas de questions dans la salle? Et non, voit du chat, on a répondu au fur et à mesure. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer. Donc, on va continuer la présentation avec les recommandations à l'attention des professionnels de la construction. Et donc, la présentation va être effectuée par Marie-Angèle Sanchez de l'agence Qualité Construction. Bonjour à tous. Charline m'a présenté Marie-Angèle Sanchez, ingénieure suivi d'innovation à l'agence Qualité Construction. Donc, effectivement, nous avons développé principalement les recommandations aux professionnels et je vais reprendre sur l'identification et la hiérarchisation des facteurs de risque que nous avons abordés tout au long de la journée et qui s'est basé sur différents éléments, notamment la bibliographie que nous avions analysée et les entretiens qui ont été effectués auprès d'experts au moment de l'état de l'art, qui a été la première étape du projet. Bien évidemment, sur les modélisations qui ont été réalisées à l'échelle du bâtiment que vous a présenté Charline avec Terrain 6, et aussi, bien évidemment, sur les observations réalisées dans les cadres des suivis expérimentaux. Et on a croisé tous ces éléments aussi avec une enquête que nous avons menée à l'attention des professionnels de la construction. C'est une enquête que nous avons envoyée à plus de 7000 contacts et sur laquelle on a reçu environ 200 répondants, tout en sachant que Indigo, Charline avait mené aussi une enquête à long terme et bien que ce soit pas vraiment représentatif, on va dire que les pourcentages étaient assez équivalents en termes de réponses. Donc, sur ces 200 répondants environ, comme vous pouvez le constater, on a eu environ 30% des réponses des bureaux d'études, autour de 20% pour des entreprises, des architectes et des maîtres d'œuvre d'exécution. Et ce qui en ressort, c'est que il y a une certaine fréquence de problèmes d'humidité qui est rencontrée sur les chantiers. Donc, ponctuellement, autour de 40%, on se situe entre 10 et 30% de chantiers. Régulièrement, entre 30 et 60% des chantiers, 16%, et très souvent, 5%, puis quasiment en permanence, 3%, et ce qui fait quand même un pourcentage qui est très élevé, qui est autour de 70%. Les éléments qu'on vous présente aujourd'hui sont un extrait parce qu'on ne pouvait pas vous la présenter dans l'ensemble. Si vous avez des questions, on pourra regarder a posteriori. En termes des causes d'humidité qui ont été observées sur les chantiers, et ça croise aussi des éléments que nous avons pu constater sur les terrains, comme vous pouvez voir, 30%
les problématiques correspondent à des problèmes d'infiltration sur les chantiers. J'ai vu quelques échanges au niveau du chat. Une des problématiques principales, c'est que régulièrement, le hors d'air, il n'est pas complètement réalisé dès lors qu'on commence le séquenteur. 30% aussi, c'est des problèmes d'ambiance humide, c'est-à-dire de confinement d'air humide à l'intérieur. Et après, à moindre mesure, autour de 20%, c'est un climat extérieur humide et 13%, la mise en œuvre des matériaux humides, donc qui n'ont pas été protégés, par exemple. Une majorité des répondants ont observé la présence de liquide avec des origines qui peuvent être très différentes. Donc, 15% de défauts au niveau de l'étanchéité des toitures, par exemple. On parlait encore des difficultés de hors d'air dès lors qu'on commence le séquenteur. Des eaux pluviales non raccordées, 12%. 12% aussi des condensations sur les parois froides ou les ponts thermiques. 10% des défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries extérieures. Près de 10% aussi absence de couvertine. Donc, vous pouvez constater qu'on est très souvent dans un non-respect, comme cela a été dit, des règles de l'art et le non-aboutissement de l'ordre hors d'air avant qu'on commence le séquenteur. Les supports sur lesquels on a observé les problématiques sont majoritairement les plaques des plâtres, avec un 30%, des menuiseries extérieures, 16%, et ensuite des éléments de peinture ou d'éléments des structures bois autour de 10%. Concernant les solutions correctives que les professionnels ont mises sur les terrains face à ces problématiques d'humidité et qui sont représentatives en fait de ce que nous avions essayé d'expérimenter aussi sur site. 25%, c'est plutôt de l'aération par l'ouverture de fenêtres, 20% de la déshumidification, 16% chauffage, 13%, 14% ventilation provisoire des chantiers et 11%, c'est une combinaison des différentes solutions. Nous n'avons pas souhaité, ça n'a pas été dit, il me semble important de le souligner, nous n'avons pas souhaité développer des solutions de chauffage dans le cadre de ce projet, parce qu'effectivement, cela peut entraîner des problématiques des retraits, notamment vis-à-vis des constructions bois, en présence des chattes, etc., etc. Donc, on a voulu se concentrer vraiment sur des solutions d'aération ou de ventilation. Parmi les répondants, encore une fois, environ un quart observent ponctuellement des développements des moisissures et 10% très régulièrement. Donc, on a beaucoup parlé aussi des moisissures non visibles. Donc, là, on a une partie, mais c'est peut-être la tête cachée de l'iceberg. Concernant les opérations qui sont principalement concernées, c'est des logements, très majoritairement, comme vous pouvez le voir, 30% pour du collectif et 27% pour les maisons individuelles. Un autre élément qui est extrêmement important, c'est que l'ensemble des filières est concerné. Donc, on a la filière humide à 32%, filière mixte 26% et filière sèche 14%. Donc, ce sont des pourcentages importants, ce qui fait ressortir le fait que la filière a peu d'incidence et c'est plutôt les pratiques des chantiers qui peuvent avoir des conséquences plus importantes. Concernant les saisons, bien évidemment, on voit une concentration des moisissures sur l'hiver à 34%, 30% en automne et 20% moindre mesure donc au printemps. Et ensuite, quant à la remédiation, la résolution de la problématique de développement fongique, c'est le maître d'œuvre qui apparaît en premier comme acteur principal impliqué dans la résolution, donc à 22%, et ensuite l'entreprise responsable de l'ouvrage endommagé à 15%. Donc, comme vous pouvez le voir, ces résultats de l'étude rejoignent vraiment les éléments que nous avons pu identifier sur la phase chantier. Et pour reprendre les éléments que nous avons pu explorer, ce qu'il en ressort, c'est que finalement, le climat extérieur et le climat intérieur sont des facteurs de risque importants, mais finalement, les facteurs prépondérants sont le respect des règles de l'art, notamment
des problématiques liées à des infiltrations, conditions de stockage, etc., ou en lien avec le non-abouti, et que l'anticipation de chaque facteur des risques est nécessaire en fonction du contexte de chaque opération. Donc, nous avons résumé cela dans le tableau que vous avez à l'écran, que nous avons regroupé en 5 familles. C'est un tableau qui est hiérarchisé en fonction de la taille du facteur que vous voyez, et à l'intérieur, en fonction du chiffre, c'est également hiérarchisé, bien sûr de manière qualitative, pas sur des éléments quantitatifs. Donc, ce premier élément est l'infiltration d'eau. Ça peut être soit par des défauts d'étanchéité, par des eaux pluviales qui n'ont pas été raccordées, des défauts d'étanchéité au niveau des enduits, les défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries, tous des facteurs que nous avons vus. Le deuxième élément, c'est la présence des matériaux qui soient vulnérables ou sensibles, soit à l'eau, soit au développement fongique, et que nous avons essayé de bien développer dans les différents livrables, et notamment les plaques des plâtres, tous les composants, tous les éléments à base de bois et issus du bois, les isolants de par la dégradation aussi de la performance thermique, et les parements acoustiques. Le troisième facteur, ça va être les climats extérieurs humides. On l'a bien vu pour l'exemple de Nantes. Excuse-moi, je me permets encore d'insister sur cette localisation géographique. Pour finir, le climat intérieur humide et les systèmes constructifs. Pour les climats intérieurs humides, Charline l'a déjà détaillé, donc on a rencontré des périodes de latence. Il y a aussi l'apport d'humidité par certaines filières ou certains types d'ouvrages qui sont projetés ou qui sont mis en œuvre en phase humide. C'est la présence de parois froides, des aérations insuffisantes, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les systèmes constructifs finalement sont pas un facteur prépondérant, mais en même temps, ils sont tous concernés par ce développement fongique. En fait, qu'il s'agisse d'une filière humide ou non. Concernant les livrables en soi, nous avons organisé les différents livrables autour des 4 recommandations, des 4 facteurs des recommandations. Le premier qui est l'organisation des chantiers, le deuxième qui vont être les systèmes constructifs et notamment soit les matériaux qui sont vulnérables, sensibles à l'eau ou au développement fongique, soit les matériaux qui constituent un apport d'eau à l'intérieur du bâtiment. L'enveloppe du bâtiment et les problématiques en lien avec l'étanchéité à l'air, la présence des ponts thermiques ou les remontées capillaires. Et pour finir, les facteurs contextuels de l'opération qui peuvent être par exemple le phasage ou les périodes de latence dont on a parlé. Nous avons créé 3 ressources pédagogiques qui seront diffusées sur notre site internet. Tout d'abord, une plaquette de sensibilisation qui est un élément de vulgarisation pour les professionnels. C'est un petit A5 en 8 pages. Après, il y a un guide méthodologique. Ce guide méthodologique, c'est un outil qui est plus poussé, qui va permettre d'une part de comprendre, que les professionnels comprennent quel est le rôle de chaque professionnel, c'est-à-dire quelles sont les actions, quelle est la mission du maître d'ouvrage en termes de prévention du développement fongique, celle du maître d'œuvre et celle des entreprises. Et après, nous avons développé aussi quelques fiches pratiques que je vais vous présenter. Et pour finir, un outil d'aide à la décision qui va détailler tout un tas d'actions suivant les 4 axes évoqués, organisation de chantier, système constructif, enveloppe du bâtiment et facteurs contextuels de l'opération, qui vont pouvoir être filtrés en fonction des spécificités de l'opération et qui vont être organisés selon un niveau d'ambition retenu sur une échelle de 1 à 3 en fonction de la facilité d'application sur chantier. C'est-à-dire qu'un niveau 1, on va retrouver une compilation des différents éléments qui apparaissent aujourd'hui dans les règles de l'art qui sont de bon sens. Et dans le niveau 2 et 3,
ce sont des actions qui sont plus engagées, qui demandent aussi plus d'engagement de la part des acteurs et qui peuvent être très utiles ou très pertinentes dans des chantiers qui comportent des risques spécifiques, soit par rapport à l'emplacement géographique ou par rapport aux risques identifiés. Donc, vous avez les deux premiers livrables à l'écran, donc la plaquette de sensibilisation et le guide méthodologique. J'ai détaillé ici les tableaux où on détaille le rôle de chaque acteur. C'est un exemple des trois qui apparaissent dans le guide. Un exemple des fiches qui va détailler notamment l'organisation des chantiers, les éléments auxquels il faut faire attention dans le planning ou quels sont les éléments qui définissent vraiment le hors d'air. Nous avons aussi essayé de détailler sous la forme d'un logigramme les actions qu'il faut mettre en place dès lors qu'on constate qu'il y a des événements accidentels qui surviennent en phase chantier. Ça peut être des infiltrations, ça peut être l'exposition des différents matériaux ou ouvrages à la présence d'eau ou au développement fongique. Donc, il y a différents cas que vous trouverez en partie supérieure et qui sont détaillés avec des actions à suivre si elles se présentent. Et pour finir, il y a eu des questions sur qu'est-ce qu'il fallait mettre en place dès lors qu'on constatait un développement fongique. Le projet a permis d'élaborer un protocole justement de rémédiation vis-à-vis du développement fongique que vous avez à l'écran, qui sera consultable donc dans le cadre du projet et qui donne les différents éléments qui ont été évoqués notamment par Stéphane. Donc tout d'abord, on va aller rechercher les causes, on va couper l'arrivée d'eau et après on détaille quels sont les éléments, les actions à mettre en place, quel est le matériel nécessaire, etc. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Angèle. Alors, on a un petit peu de temps pour des questions. Il y a des questions dans la salle déjà. Ouais. C'est bon. Okay. La question porte, et sinon tu me corriges, Étienne, sur le fait de savoir si quand on a lancé l'enquête, on a un moyen, en fait, dans les résultats de l'enquête, on a un moyen de relier le type d'acteur par rapport à la réponse. La réponse est oui, on ne l'a pas fait. C'est possible de le faire, mais on pourrait l'analyser. Tout à fait. Je n'entends pas bien. Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est que, ou encore, ce sont des chantiers, on l'a bien vu aujourd'hui, il peut y avoir des moisissures cachées, et celles-ci, on ne les constate pas, sauf si on fait une mesure d'indice de contamination fongique, ce qui est quand même l'exception, il me semble. D'autres questions? Peut-être sur le chat? En tout cas, l'objectif était de créer des outils qui aident les professionnels dans leur pratique quotidienne. On a essayé de faire en sorte que ce soit des outils vraiment vulgarisés, des outils pratiques, et qui seront donc disponibles très vite. Ils seront disponibles sur le site internet de l'agence qualité construction et très rapidement, et ils seront également imprimés, donc l'impression c'est pour sous peu. Là, on est dans la relecture finale, donc oui, on peut très bien, ouais. Oui, on peut le faire. Tout à fait. Oui, Eric. Oui, ça c'est une question. Oui, on va les rendre disponibles, ouais, effectivement. Oui. Donc,
Donc, avec le replay, a priori, on pourra renvoyer le support à tous les inscrits. Et, pardon? Oui, tout à fait. Ah oui, les rapports ADEME, oui, tout à fait. Oui, parce que bien évidemment, peut-être que je vais vous expliquer quand vous êtes livrables. Oui, donc en plus des livrables AQC donc, qui ont été présentés par Marie-Angèle, on aura les rapports ADEME qui présentent l'ensemble des résultats et qui synthétisent aussi les résultats avec une petite note de synthèse. Donc tous ces éléments-là devraient être disponibles en début d'année prochaine. Bon, j'espère fin janvier, février. On fait au plus vite. Et donc l'ensemble des éléments relatifs à cette journée de restitution, donc à la fois le diaporama et l'enregistrement seront diffusés au même moment. Et en ce qui concerne alors les livrables de l'AQC, je pense qu'on effectuera le relais aussi auprès de nos différents réseaux, donc les centres de ressources, je pense notamment à Novabuild, Ville à Aménagement Durable, Ecopolis. Voilà, il y aura un relais qui sera fait de façon suffisamment large, qu'il soit bien diffusé. Et sur si vous êtes inscrit à la newsletter de l'Agence Qualité Construction, je pense qu'on fera aussi une actualité et donc vous serez prévenus également. Bon. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la conclusion. Et donc, je vais demander à Étienne Marx d'intervenir pour la conclusion. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne, qui ne voient pas ça. Étienne Marx, je suis ingénieur au service bâtiment, qui ne me connaissent pas, donc de ventilation. C'est pour ça que j'étais en binôme avec Swat sur le suivi de ce projet. En conclusion, on vous a remis un petit peu, l'idée c'était de faire le point entre les objectifs qui étaient visés au début du projet et ce qui avait été réalisé pour réellement en cours de projet. Donc, je vais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit depuis 2 heures, aussi dans l'introduction de Swat. En termes d'objectifs scientifiques, ça a permis d'améliorer les connaissances sur tout ce qui est dynamique de contamination fongique pendant le chantier. Donc, c'était vraiment ce qui avait été identifié, on avait parlé soit dans l'introduction, un manque qui a été identifié. Donc, on a ce projet qui permet d'amener des nouvelles connaissances sur ce sujet. Pour autant, on l'a vu dans la présentation, on a encore des interrogations sur le lien entre ce qui se passe en phase chantier et ce qui se passe en phase d'exploitation. Notamment ce qui a été présenté par Michael tout à l'heure sur le fait qu'on a une modification dans les contaminations qu'on observe dans ces deux phases. Et du coup, effectivement, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été formulées. Et mais donc, il y a un besoin d'avoir des mesures complémentaires. Donc, c'est pour ça qu'on a signé un avenant sur le projet Nicobat pour pouvoir faire des mesures sur 1 an supplémentaire alors ça sera que sur un chantier sans Nico 1, et d'avoir un suivi de plus renforcé pour vraiment pouvoir identifier le lien du coup entre le chantier et la phase d'exploitation sur l'unité, voir si la contamination fongique se poursuit dans le temps, celle qui a été observée pendant 1 an. Et si cette contamination est encore visible, est-ce qu'on peut identifier les causes de cette contamination? Donc ça sera l'objet de l'avenant qui a été signé. Comme ça a été dit, ça ne remet pas en cause le fait que le rapport sera publié sur la librairie ADEME et tous les livrables seront mis en ligne sur le site de la QC. C'est juste qu'il y aura sûrement une mise à jour des documents en fonction des résultats de la campagne de mesures complémentaires. Et après, donc la liste des objectifs opérationnels, donc on l'a vu, il y a eu tout ce qui ça a permis de remplir, donc de répondre à toutes ces questions, d'identifier et hiérarchiser les facteurs de risque, de mesurer l'efficacité des solutions de ventilation et surtout, je disais alors, de mesurer les difficultés qu'on a à les mettre en œuvre sur le chantier. Surtout quand c'est des chantiers expérimentaux où les gens sont pas forcément sensibilisés, en plus ils adhèrent pas et en plus ils sont pas sensibilisés de base, donc c'est un peu compliqué à mettre en place. Donc pour l'instant c'est pas lié que à cette problématique avec des points d'intérêt sur le chantier. Vraiment dans tous les projets qu'on accompagne c'est un peu compliqué. Et du coup effectivement l'intérêt aussi de ce projet c'est d'avoir 3 ressources pédagogiques qui sont vraiment destinées au maître d'ouvrage et aux professionnels de la filière, utilisées par AQC qui est vraiment un point fort du projet. Et la dernière slide, c'est plutôt sur les perspectives. On en a parlé aussi dans les commentaires, je pense, dans les questions qui ont été posées. Là, le projet Nicoat, on était essentiellement, on touchait pas au biosourcé sur les isomotions, on était sur essentiellement de l'agro et du béton branché. Donc,
Effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'utilisation de ces matériaux, donc nouveaux entre guillemets, mais dont l'utilisation est amenée à se multiplier. Alors, c'est le cas dans le projet Nicoact avec l'humidité. On a d'autres projets à l'ADEME qu'on finance, et notamment Enibio, qui s'interroge sur Enibio, c'était l'influence des isolants biosourcés sur la qualité de l'air intérieur, notamment sur les émissions de CO2 dans les bâtiments. Donc, il y a, ouais, c'était deux isolants, une laine de bois ou de cellulose, étudier. Donc, tu vois, le rapport est sur la librairie Arbon, vous pouvez aller voir. Il y a des restitutions qui avaient été faites dans le cadre de la 7e journée par TA. Il y a une présentation de 15 minutes qui a été faite pour avoir le replay, si vous voulez avoir les grands enseignements de l'étude. Donc, globalement, il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu d'impact sur l'accueil quand les isolants sont installés dans l'ergonomie. Et du coup, en termes de perspective, également, là, il y avait un point sur les câbles M30. Le câble M30, je sais pas si tout le monde est au courant, c'est des travaux qui essaient d'anticiper la prochaine réglementation environnementale. C'est totalement un coup d'avance. Et il y a un GT qui s'occupe de la QEI, mais je crois que jusqu'à présent, on ne prend pas en compte le développement fongique. C'est pas prévu, je crois, pour l'instant, mais ça peut être effectivement une piste. Alors moi, je suis pas directement, peut-être que j'ai une bêtise. Et ils prennent du coup ouais, je crois que pour l'instant, il y a l'humidité qui prend en compte, mais c'est l'humidité du coup mesurée dans l'environnement intérieur, en fait, d'exploitation. C'est une publique à pour le moment, l'humidité est très peu, voire pas bon. Et en plus, l'humidité, c'est pas l'humidité, je pense, de l'environnement, ouais, de l'environnement, température, humidité, donc on n'est pas sur le développement fongique, etc. Donc, peut-être des pistes pour temps. Et il y a l'aspect rénovation, effectivement, elle a été que sur du bâtiment neuf. Il y a des questions qui ont été posées sur la rénovation. C'est vrai que pour imaginer développer d'autres projets ou développer des connaissances sur la rénovation. Ok. Merci beaucoup, Étienne. Alors, je vais remercier l'ensemble des personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Donc, nous avions Swad Boualala de l'ADEME, Étienne Marx qui vient d'intervenir de l'ADEME également, Pierre Lecane de l'EHESP, Michael Berbès et Stéphane Moulara et Roukchala Anton du CSTB. Ensuite, Laure Mouradian du CETIAT et Marianne Sanchez de l'agence Qualité Construction. Et je suis Charline de Matteo du cabinet Indigo. Donc, nous vous remercions tous de votre présence à cette journée de restitution et je souhaite aussi remercier tous les organismes et toutes les personnes qui ont été associées de près ou de loin au projet. Donc notamment les laboratoires d'analyse pour les mesures. Nous avions le collègue du CSTB, de l'ERES, de l'EHESP, Francaire et Solaire et Palo pour voilà, la fourniture des équipements de ventilation provisoire. On remercie aussi tous les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs, entreprises et les occupants des logements sur lesquels nous avons effectué des suivis. Et puis, nous remercions aussi tous les experts que nous avons pu interviewer. Donc, je peux pas les citer aujourd'hui, mais ils sont assez nombreux. Et les membres des groupes reflets invités par l'AQC, dont la liste figure ici. Je vous remercie de votre attention. Et donc, comme ça a été dit, on diffusera l'ensemble des éléments, donc plutôt compter fin janvier, début février. Merci à tous.